DELF B2. Hachette Livre 2008. Repérez vos points forts et vos points faibles. Compréhension de l'oral. Comprendre l'essentiel d'un document court. Exercice 1. La ville de Toul est en train de négocier avec la SNCF pour obtenir une desserte du TGV dans la ville entre Paris et Nancy. Un arrêt du TGV Est à Toul, c'est possible, mais la SNCF demande aux collectivités locales de payer la note. Elle est estimée entre 1 million et 1,5 million d'euros. Une somme que les collectivités territoriales pourront difficilement supporter, selon le maire de Toul. Nicole Feit met en avant la nécessité de services publics et constate qu'il y a injustice car d'autres dessertes dans la région sont gratuites pour les collectivités. De son côté, la CGT Cheminot conteste le surcoût annoncé par la direction de l'entreprise ferroviaire. La décision de la SNCF devrait être prise en septembre. Il y aurait 650 postes à pourvoir dans les petites entreprises et moyennes entreprises des Vosges, selon une étude de la CGPME du département. Une partie des emplois ne sont pas pourvus à cause de la pénurie de main-d'œuvre ou des difficultés d'embauche. Pour faciliter les démarches et accompagner les patrons, la CGPME des Vosges annoncera demain la mise en place d'un dispositif de soutien et de gestion des compétences. L'Open de tennis de Contrexéville commence demain après les qualifications qui se sont déroulées ce week-end. Ce tournoi féminin sur terre battue se tient dans le cadre agréable du parc thermal de Contrexéville. La compétition est dotée de 50 000 euros. Parmi les favorites, on peut citer la Française Pauline Parmentier, 127e au classement mondial. La femme de la semaine dans la région est une musicienne de passage à Nancy dans le cadre du festival Nancyphonie. La harpiste Sophie Bonduel interprétera demain soir le spectacle très personnel qu'elle a créé il y a quelques années avec son compagnon, le mime Étienne Bonduel. La mise en scène casse les codes traditionnels de la harpe et apporte un éclairage plein d'humour et d'énergie sur les coulisses du milieu de la musique classique. Surprise garantie. Rendez-vous demain soir à 21h à l'auditorium du Conservatoire de Nancy. Nancy, Laurent Vatrin, France Bleu Sud-Lorraine pour France Info. Exercice 2. Alors André, qu'est-ce que tu as fait après ta période de chômage? En fait, c'est pendant ma période de chômage que j'ai découvert ce que je voulais faire. Comme j'avais beaucoup de temps libre, je rendais visite à des copines, des amis qui avaient des ordinateurs, qui avaient des petites associations et qui connaissaient des problèmes, soit pour installer des logiciels, soit parce qu'il y avait des virus et qu'elles ne savaient pas comment les enlever. Et comme moi je m'y connais bien en informatique, très souvent je leur rendais service en intervenant sur l'ordinateur. Et souvent aussi, elle me disait qu'elle ne trouvait pas ce genre de service dans le secteur marchand. Je me suis dit, c'est une bonne idée pour moi, je vais monter ma petite entreprise. Donc je me suis renseignée, et en fait, pour monter une SARL, c'est relativement facile. On trouve les statuts sur Internet, on n'a pas besoin d'un capital extraordinaire, puisque maintenant, avec 1 euro, on peut monter une SARL. Donc, il y a 6 mois, j'ai décidé de me lancer. Et c'est en cherchant du travail d'une manière tout à fait classique que j'ai trouvé mon premier client. Lors de l'entretien d'embauche, j'ai parlé de mon projet en disant je veux me garder du temps libre parce que c'est un projet qui me tient à cœur. Il y avait 2 choses qui me tenaient à cœur, donc continuer ma formation en cours du soir pour devenir psychothérapeute et monter cette petite société et la faire vivre. Et 48 heures après, la personne qui m'a embauchée m'a dit quand vous avez fini votre mission, moi j'ai du travail pour vous, ça m'intéresse votre prestation de service, je vous ferai travailler. J'ai terminé ma mission de comptable pur. Et dans la semaine qui a suivi, j'ai signé un contrat de prestation de service avec lui. J'interviens pour le paramétrage des nouveaux logiciels comptables, j'interviens pour les sauvegardes, j'interviens pour les petits pépins et les petits soucis des réseaux. C'est une toute petite entreprise, il y a 3 personnes dans le service. Mais c'est le genre de prestation qu'il ne trouvait pas dans le commerce. Et voilà, il en a parlé autour de lui. Et j'ai actuellement une personne que je dois rencontrer demain, très exactement, et puis 2 autres qui sont en attente. Je ne sais pas si ça va se faire, mais il va peut-être falloir que je refuse des clients ou alors que je me décide à grandir et à devenir non pas chef d'une petite entreprise, mais chef d'une grosse entreprise avec au moins un salarié. Je ne sais pas si j'en suis capable ou même si j'en ai envie, mais ça marche bien et ça m'a permis de sortir d'une période de chômage qui commençait à durer un peu longtemps.
Suivre un document long. Exercice 3. Et la grande réalisation qui a peut-être lancé cette tradition en France, c'est sans doute la traduction des Mille et une nuits au début du XVIIIe siècle, en 1704, je crois, par Antoine Galland. C'est très important, pourquoi? Parce que cette traduction d'un ouvrage littéraire agréable à lire, plaisant, c'est-à-dire que ce n'est pas un ouvrage savant, c'est un ouvrage de conte. C'est un peu le Décaméron, si vous voulez, bon, pour être proche de l'Italie. Bon, c'est des contes de toutes sortes, des contes édifiants, des contes érotiques parfois, des choses sociales. Et ce livre a eu une influence absolument considérable sur toute la culture européenne, sa traduction en français. Parce qu'à partir de là, toute une mode orientaliste s'est développée dans les arts et les lettres dans les pays occidentaux. Vous voyez un peu, par exemple, les Lumières en France, dans la période des Lumières, combien d'auteurs français, y compris Voltaire, y compris Diderot, se sont inspirés d'une certaine manière des Mille et une nuits pour raconter des histoires dans l'esprit des Lumières, c'est-à-dire pour défendre les idées de liberté et d'égalité qu'ils étaient en train de défendre. Et cela à partir de cette fascination de l'Orient à un moment donné, grâce aux Mille et une nuits. Mais ce n'est pas seulement dans le domaine de la littérature, parce qu'on voit la même chose dans la peinture, bien sûr, la peinture orientaliste, peu à peu, et même dans le domaine de la musique. Bon, finalement, tel opéra de Mozart, c'est les plus célèbres, bien entendu, mais aussi des auteurs mineurs aussi qui ont pris ce filon et qui ont travaillé sur des contes des Mille et une nuits, etc. Maintenant, quel est le problème? Le problème, c'est que cela s'est passé, ces traditions orientalistes, au XVIIIe, XIXe siècle, et toute la tradition orientaliste s'est intéressée essentiellement à la littérature classique. Bien entendu, la littérature classique arabe mérite qu'on s'y intéresse. D'abord, c'est une littérature très riche, très ancienne, et très ancienne et qui a une permanence, une continuité. C'est-à-dire, elle a commencé, les textes les plus anciens dont on dispose datent du VIe siècle chrétien, c'est-à-dire d'un siècle avant la naissance de l'islam. Et cette tradition s'est prolongée jusqu'à nos jours, dans la même langue, bien entendu avec les évolutions normales de toute langue vivante, mais essentiellement la même langue, dans la même syntaxe, le même vocabulaire, etc. Et dans cette tradition, bien entendu, il y a eu des moments de gloire et des moments de stagnation et des moments carrément de décadence. Bon, comme aussi tout être vivant, quoi. Cette littérature a intéressé beaucoup les orientalistes et ils ont fait des travaux de traduction. Seulement ces traductions, contrairement à la traduction des Mille et une nuits, étaient des traductions qui étaient, si vous voulez, inspirées par un besoin plus scientifique que littéraire, plus scientifique qu'artistique. Ce n'était pas le plaisir du texte qu'ils recherchaient, mais c'est des traductions où on s'adressait plus à la philologie, par exemple. Donc vous avez des traductions avec des notes en bas de page, des choses comme ça, ce qui éloigne bien entendu cette littérature du public cultivé. Bon. Et au moment où cette tradition se développait au XIXe siècle, naissait une nouvelle littérature arabe. Parce que ce que nous appelons la littérature arabe moderne, est né au milieu du XIXe siècle sous l'effet, sans doute, de la crise de l'Empire ottoman, de la pénétration du capitalisme dans cette région du monde, des réformes entreprises par les sultans ottomans, de la renaissance culturelle arabe qui a commencé à se poser des questions sur le décalage qui ne cessait de s'élargir, et sur le fossé qui ne cessait de s'élargir entre l'Occident avancé, technicien, etc., et l'Orient stagnant, et à se poser la question pourquoi c'est ainsi. Donc c'est là qu'est née une nouvelle littérature. Et cette nouvelle littérature n'a pas du tout intéressé les orientalistes. Bon. Alors pour ce qui est de la France, la première traduction d'un travail fait par un auteur arabe contemporain à l'époque, c'est-à-dire de la fin du 19e, début du 20e, est une traduction d'un roman historique d'un auteur qui s'appelle Georges Zédin, qui a été traduit en 1912. Bon, c'est un roman très populaire, un peu dans le style, bon, à l'époque, toute l'ambiance littéraire était une ambiance romantique,
Et ça s'explique un peu par l'évolution sociale à l'époque, c'est-à-dire l'affirmation de l'individu, l'individu devant la nature, l'individu devant la société, l'individu devant les autres, etc. Donc il y avait aussi une importance sociale à cet événement. Et Zidane, entre autres, a commencé à écrire des romans à caractère historique, inspirés de l'histoire islamique, et qui a eu beaucoup de succès à l'époque. Et il y a quelqu'un qui l'a traduit en français. Bon, je ne peux pas vous dire si ça a eu du succès ou non, ça remonte très loin et on n'a aucune information sur tout cela. Exercice 4. France Inter, franceinter.com. Ça se bouffe pas, ça se mange. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Ils sont au cœur de notre quotidien. Les petits commerçants ou artisans sont aujourd'hui dans nos villes et nos villages les défenseurs du bien manger. Qualité, conseil, le petit commerce de proximité reste un gage de confiance pour celui qui est attaché aux bons produits. Et vous êtes de plus en plus nombreux à le penser. Pour preuve, la difficulté que nous avons eue à faire venir ce matin des petits commerçants autour de cette table. Beaucoup, en effet, nous ont expliqué qu'ils ne pouvaient pas abandonner leur clientèle un samedi matin. Voilà quand même une jolie preuve de professionnalisme, préférer ses clients à la radio. Et pourtant, il faut être clair, le petit commerce de proximité ne se porte pas très bien en part de marché. Il représente à peine 17% du commerce alimentaire du pays contre 53% pour les hypermarchés. Les boucheries, charcuteries, poissonneries, surtout poissonneries, j'ai envie de dire, disparaissent de nos centres-villes. Et il devient dans certains endroits difficile de faire ses courses ailleurs qu'au supermarché. Pourquoi et comment en est-on arrivé là ? À quoi ressembleront nos centres-villes demain ? Comment sauver le commerce de proximité ? Eh bien, pour répondre à ces questions, nous avons réuni Robert Rochefort, qui est le directeur du CREDOC et l'auteur d'un rapport passionnant qui a été remis à la ministre de la Ville, Christine Boutin, il y a quelques semaines. Ce rapport est intitulé « Un commerce pour la ville » et ce rapport va être publié sous quelques jours aux éditions de l'Aube. Monsieur Rochefort est également l'auteur du Bon consommateur et du mauvais citoyen. C'est un livre que je vous engage vivement à lire. Il est paru aux éditions Odile Jacob. Et en plus, alors, vous êtes président de... Commission des comptes du commerce. Alors c'est ça quoi fait sérieux. Ça c'est un beau titre. Eh bien, c'est une fois par an, 2 fois par an pour être précis, l'endroit où toutes les fédérations de commerçants, qu'ils soient de petite taille ou de grand commerce ou de commerce par Internet, se réunissent pour regarder les chiffres du commerce, pour les valider et pour débattre des sujets qui sont en jeu dans ce développement du commerce aujourd'hui. Alors, vous y êtes allé quand pour la dernière fois ? Ah bah écoutez, c'était il y a 2 mois. Et alors, qu'est-ce que ça disait ? Eh bien, nous regardions les chiffres du commerce et donc on parlait des chiffres du commerce de 2006 puisque c'est la dernière année que nous avons parce que nous sommes un peu en retard et nous constations, comme vous venez de l'indiquer d'ailleurs, qu'il y avait un petit regain du commerce de centre-ville, que les chiffres sont un petit peu moins noir qu'il l'était il y a quelques années, mais il faut rester très prudent et c'est pas valable pour toutes les filières commerciales. C'est vrai dans certaines d'entre elles, pas pour d'autres. C'est vrai. Alors, outre Monsieur Rochefort, nous avons Jean-Gérard Didier. Vous êtes au téléphone, Monsieur Didier, parce que vous êtes, vos fonctions, c'est manager de centre-ville. Vous avez notamment remis sur pied le commerce du centre-ville de Limoges et par ailleurs, alors vous avez été hier soir élu maire d'une commune rurale de 800 habitants, la Croisy-sur-Briance, c'est dans la Haute-Vienne. Et alors, pourquoi est-ce que vous n'êtes pas parmi nous ? Vous n'avez pas le train ? Qu'est-ce qui se passe ? Si, n'ayez crainte. Bonjour d'abord. Bonjour à tous. Oui. Bonjour Jean-Pierre Coff. Bonjour Robert Rochefort. Bonjour. Si, tout à fait. C'est une commune, effectivement, de la spécialité de la vache limousine et d'une foire très connue, une foire artisanale de commerçants non sédentaires
qui tous les 18 du mois draine beaucoup de monde de très très loin, les 3 départements autour de chez nous, la Corrèze, la Dordogne et la Haute-Vienne, où sur ce 18, on a la population qui quintuple pendant une journée. Le problème, c'est qu'il y avait de la neige qui était annoncée et le préfet a souhaité que les maires restent auprès de leurs administrés. Ah oui, alors donc, il neige ou pas? Alors, il n'a pas neigé, il a grêlé ce matin, mais on nous annonce à nouveau des chutes de neige cet après-midi. Sinon, j'aurais bien évidemment souhaité être avec vous plutôt qu'au téléphone, mais je pense qu'on va y arriver. Oui. En tout cas, on vous intervenez quand vous voulez et de toute façon, on va pas vous laisser en plan. N'ayez peur, on va vous interroger. Nous avons également autour de la table Xavier Bourgon, le fromager affineur de Toulouse. Enfin, il y en a d'autres, mais vous êtes le plus connu, le plus célèbre dans toute la France. Vous avez ouvert votre boutique en 76. Vous êtes à côté du marché couvert de centre-ville, donc vous êtes vraiment dans le centre-ville et vous connaissez bien le commerce de proximité. Puis nous avons également Thomas Chavannes. Thomas Chavannes est le président de Terre et Commerce. C'est une association qui regroupe 3000 commerçants en dans le département des Bouches-du-Rhône. Vous êtes également président délégué de la Fédération nationale des associations de commerçants. C'est bien ça? Exactement. Vous êtes encore autre chose? Vous êtes vice-président de quelque chose? Non, mais ça n'a pas d'importance, si ce n'est que le point commun, c'est qu'on essaye de réunir tous les commerçants pour pouvoir parler d'une seule voix et pour être une forte proposition vis-à-vis de nos élus. On sert à ça. Eh ben, c'est déjà pas mal. Écoutez, surtout si on vous écoute, c'est ça qui compte. Si vous parlez dans le vide, ça ne sert à rien, mais si on vous écoute, c'est pas de temps. Production orale. Exercice 2. Question 3. Ce document est extrait d'un article paru dans le journal Le Figaro du 3 mars 2008. Le journaliste Frédéric Briet informe le lecteur sur le fait que des entreprises offrent à leur personnel des séminaires de culture générale. Question 7. Je crois que la question qu'on se pose immédiatement est de savoir si l'introduction de la culture générale dans les entreprises est superflue ou fondamentale. Ma première réponse est qu'elle est nécessaire, comme le montrent les exemples de l'article. Car la culture, ce n'est pas une collection de savoirs encyclopédiques gratuits, mais des réflexions qui portent sur les domaines mêmes des entreprises. Le tourisme, le bâtiment, le commerce. Ces réflexions permettent de mieux comprendre ce que l'on fait, d'être conscient de l'impact que l'on a sur le monde, mais aussi, peut-être, de mieux se développer et de faire plus de profit. Je vous donne un exemple. Si un opérateur touristique n'a pas de vision un peu plus ample des attentes du public, ce que peut lui expliquer un sociologue, il risque de ne pas savoir diversifier ses offres, et donc d'y perdre même économiquement. Allons plus loin. Si tous les opérateurs touristiques étaient conscients du danger que courent certaines villes d'art, en Italie par exemple, absolument suffoquées par des millions de touristes, peut-être y aurait-il une évolution dans les pratiques. Ainsi, pour conclure ce premier point, je pense vraiment que la diffusion de la culture générale dans les entreprises devrait permettre des activités plus réfléchies et donc moins d'erreurs. Le deuxième point que je voudrais aborder, ce sont les motifs soulignés dans l'article par M. Sacchetti qui insiste sur l'aspect motivation et communication interne. Pourquoi des salariés à qui l'on propose de suivre des conférences peuvent-ils être motivés? Tout simplement peut-être parce que c'est une façon de les valoriser. La culture, pour les gens, est par nature inaccessible et réservée aux spécialistes. Que la culture vienne à eux peut être valorisant, et une bonne estime de soi a des répercussions positives pour l'entreprise. Deuxièmement, pourquoi la culture pourrait-elle améliorer la communication interne? Eh bien, pour répondre à cette question sur l'amélioration des relations à l'intérieur de la société, je dirais que si des psychologues viennent expliquer comment fonctionnent les dynamiques de groupe, comment il convient de gérer le stress, comment parler à un subordonné, certainement, cela créera un meilleur climat qui favorise la productivité. Donc, dans tous les cas de figure, la culture générale, entendue non pas comme savoir encyclopédique, mais comme capacité à s'ouvrir l'esprit pour mieux travailler et mieux se sentir dans l'entreprise, est indispensable. Mais alors, une autre question se pose. Est-ce qu'on ne devrait pas accentuer le poids de cette culture générale au niveau de la formation initiale? Ou bien
Faut-il généraliser la formation continue? Voilà un sujet à débattre. Prendre part à une conversation. Exercice 3. Question 1. Ce document est tiré d'un site internet 20 minutes et l'article a été écrit par Christophe Seffrin le 11 février 2008. Il traite un sujet économique concernant la consommation des Français en matière d'équipements électroniques. Et il explique que malgré la baisse du pouvoir d'achat, ce secteur n'est pas en crise. Bien que les Français n'aient pas beaucoup d'argent à dépenser, des études montrent qu'ils achètent de nombreux produits électroniques. Les écrans télé sont toujours en tête, suivis par l'électronique mobile et les produits dérivés. En outre, les évolutions sont très rapides et incitent les gens à suivre la mode. Question 2. C'est de ce dernier point de l'article, à savoir que les achats d'équipements électroniques suivent la mode comme des vêtements, que je voudrais discuter. D'un côté, il est vrai que cet effet de mode résulte du fait que les prix de l'électronique baissent globalement. Si autrefois un ordinateur coûtait très cher, aujourd'hui des ordinateurs beaucoup plus performants par exemple coûtent proportionnellement beaucoup moins cher. C'est pourquoi cela incite à avoir quelque chose de mieux, de plus récent pour un prix qu'on estime correct. La même chose se passe sur d'autres produits électroniques. Je vous donne un autre exemple. Je pense aux clés USB, qui peuvent stocker de plus en plus de données pour des prix plus attractifs. Par conséquent, cela incite à acheter et à suivre la mode. Mais d'un autre côté, le problème c'est que l'offre est toujours plus grande et crée des besoins peut-être inutiles. Je pense à l'électronique dite embarquée. Avons-nous vraiment besoin qu'une voix suave nous dise de tourner à gauche ou à droite dans la vie de tous les jours? Si on est en vacances, on peut regarder une carte. Seuls peut-être les gens dont le travail dépend des déplacements en voiture en ressentent vraiment le besoin. Quant à la mode qui ne concerne que le look, un ordinateur vert pomme ou un MP3 qui fera 1 cm de moins que le précédent, j'estime que c'est exagéré. En conclusion, je dirais que comme pour la mode textile, il faut être un consommateur de plus en plus vigilant pour ne pas se laisser abuser. Question 3. Votre présentation était intéressante. Mais vous-même, vous vous sentez concerné par ce que dit le journaliste sur les achats de produits électroniques? Est-ce que vous êtes sensible aux nouveautés? Eh bien, comment vous répondre? En fait, c'est oui et non. Je corresponds au modèle pour mon iPod. C'est vrai que j'ai acheté un casque, des petites enceintes pour l'écouter chez moi, des écouteurs doubles pour écouter avec une copine. Oui, sur ce plan-là, j'ai pas mal dépensé. Mais pour le reste, non. Je ne peux pas dire que je sois influencée par la mode. Qu'est-ce que vous entendez exactement par mode? Eh bien, la mode en électronique, c'est... Par exemple, s'il y a un nouveau téléphone portable qui va sortir, j'ai des copains qui le veulent tout de suite. Moi, ça ne me touche pas du tout. Je suis assez imperméable. Mais pourquoi, à votre avis, vos copains se laissent influencer? Je sais pas. Le plaisir d'avoir quelque chose de neuf. D'être parmi les premiers à l'avoir ou d'avoir des gadgets en plus. Et pas vous? Vous ne vous sentez pas un peu en marge? Absolument pas. Je trouve qu'on a besoin de 2-3 choses seulement dans un téléphone et surtout d'écrire des messages. Par exemple, avoir Internet sur mon portable, pour moi, c'est pas fondamental. Et en plus, à la fin, ça coûte cher. Bon, mais comment expliquez-vous que les jeunes aient l'argent pour s'acheter tout ce matériel? Il y a des parents qui paient sans regarder. Moi, maintenant, je vis plus chez mes parents. Je travaille le soir pour me payer mes études et donc, le problème ne se pose pas. Mais si vous aviez des économies, par exemple, ça vous plairait d'avoir un superbe écran plasma? Un superbe écran plasma? Si on me le donne, je ne vais pas dire non. Mais bon, c'est pas fondamental. J'ai une petite télé dans ma chambre de bonne et ça me suffit. Alors il n'y a vraiment rien qui vous tente? Si, un clavier électronique. Ici, je peux pas avoir mon piano. Il est resté chez mes parents et ça me manque. Un clavier? Quand on est pianiste, on n'a pas envie de jouer sur un synthétiseur. Pardon? J'ai pas bien compris. Un synthétiseur. Enfin, un clavier électronique. Le son est tellement différent d'un piano. Tout à fait, c'est pas pareil. Mais pour moi, c'est ça ou rien. Et en plus, je ne joue pas que du classique. J'adore le rock. Et puis on peut jouer avec un casque et les voisins n'entendent rien. C'est petit ici. Alors ce sera pour quand, ce clavier? Pour Noël, j'espère. Non, très bien. Mais je vous remercie.
Développez vos compétences. Compréhension de l'oral. Des informations. Exercice 1. Lyon, capitale européenne de la culture dans les banlieues. En tous les cas, le réseau Banlieue d'Europe quitte Strasbourg et s'installe entre Saône et Rhône. Ce réseau regroupe plus de 300 membres à travers l'Europe et s'adresse aux professionnels de la culture qui se tournent plus particulièrement vers les quartiers défavorisés. La coordination de cette association vient de choisir Lyon et son agglomération pour son foisonnement culturel, illustré notamment à travers le défilé de la Biennale de la danse, un défilé qui se prépare tous les 2 ans dans les cités. Une référence, selon Banlieue d'Europe, de l'action culturelle à mener dans les quartiers en difficulté. Et puis, Lyon, capitale de la Petite Reine. Bien sûr, ce dimanche et en plein Tour de France, les feux de la rampe sont portés sur les Vélib, inaugurés à Paris, mais le vélo en libre service et à grande échelle tel qu'il s'installe à Paris est, rappelons-le, né à Lyon il y a 2 ans avec Vélove. Un succès phénoménal selon l'opérateur JC Decaux. Ils sont désormais plus de 60 000 abonnés à Lyon et Villeurbanne, où le trafic cycliste a augmenté de 75% en 2 ans. Il y a aujourd'hui 3 000 vélos disponibles dans 250 stations. Il y en aura 4 000 en octobre. Chaque vélo est utilisé en moyenne 10 fois par jour. Et Lyon et ses Véloves sont devenus la vitrine du système qui se développe ailleurs. Des délégations de Marseille, Genève, Bruxelles, Séville, Barcelone, Washington sont venues voir comment tout cela fonctionnait. Paris aussi, bien sûr, qui lance donc ses Vélib aujourd'hui. Enfin, l'événement de la semaine à Lyon, et si la météo le permet, c'est la musique fait son théâtre. Cette soirée, à partir de vendredi, d'un festival de musique ancienne mise en scène au parc de la Tête d'Or, en plein centre-ville, mais aussi en pleine nature, assis ou couchés à la tombée de la nuit. Les spectateurs pourront rêver en écoutant et regardant Hamlet, Didon et Aîné ou des chansons de troubadours. Lyon, Claude Cordier, France Info. Des reportages. Exercice 2. Produire du gaz, ou plutôt du biogaz, à partir des déchets organiques, c'est le principe de la méthanisation. Certaines villes sont en première ligne pour développer de nouvelles applications. C'est le cas de Västerås, en Suède, où se trouve une unité de production de biogaz. Alors que cette source d'énergie est surtout utilisée en Europe pour la production de chaleur et d'électricité, ici on s'en sert comme carburant dans le transport collectif, une alternative intéressante par rapport aux autres sources d'énergie plus polluantes. Pour fournir du biogaz, cette usine construite en 2005 avec le soutien de l'Union européenne en produit en quantité l'équivalent de 15 000 mégawatts par an. Mais revenons un peu en arrière pour comprendre comment le système fonctionne. Comme elle le fait chaque jour, Elinor trie ses déchets organiques. Je mets les pelures de pommes de terre dans un sac spécial. C'est génial de pouvoir utiliser ces déchets pour faire du carburant pour nos bus. Tous les jours, des tonnes de déchets sont collectés chez les particuliers ou dans les restaurants. Ces résidus sont ensuite acheminés vers l'usine de production de biogaz. Leur transport se fait grâce à des camions qui roulent eux-mêmes au biogaz. Exercice 3. France Inter, franceinter.com. Interception. Bonjour à tous. Le gouvernement doit annoncer un plan d'aide à l'intégration des malvoyants et des aveugles au début du mois de mars. Ce plan s'appuiera sur le rapport rendu par Gilbert Montagnier. Le chanteur non-voyant de naissance a été chargé d'une mission par Xavier Bertrand, le ministre du Travail, des Relations sociales et de la Solidarité, en septembre dernier.
Il a dégagé 3 propositions phares. Créer une assistance téléphonique pour les parents d'enfants déficients visuels, développer l'audiodescription sur toutes les chaînes de télévision, c'est-à-dire doubler les films en décrivant le déroulement de l'action entre les dialogues, et enfin généraliser la vocalisation des appareils de la vie quotidienne, comme par exemple les machines à laver. Car même en 2008, rares sont les appareils adaptés. Il faut reconnaître tout de même que l'évolution des nouvelles technologies de ces 20 dernières années permet aujourd'hui aux déficients visuels de vivre quasiment comme des voyants. C'est le cas de Linda, 34 ans, et de Brahim, 21 ans. Ils font partie de cette jeune génération qui ne vit pas recluse à cause de son handicap, bien au contraire. Voici Interception, vivre sans voir, un reportage de Laetitia Bernard. Interception, le magazine de la rédaction. Faut être motivé. Bonjour. Laetitia Bernard. Enchantée. Bonjour. Alors excusez le bazar parce que là comme je suis en plein déménagement. Linda est malvoyante suite à une dégénérescence rétinienne. Elle distingue le jour, la nuit, la lumière et un peu les couleurs. Elle a 34 ans, bac+5. Elle a fait des études de droit privé. Aujourd'hui, elle travaille pour une mutuelle. Vous voulez un thé ou un café? Si on a le temps, moi je veux bien un café. Linda nous reçoit à l'heure du petit déjeuner dans son 20 mètres carrés parisien, au 5e étage sans ascenseur. Là, on va vous mettre en retard au travail, non? Non, il est quelle heure là? Comment vous regardez l'heure? Je vais regarder sur mon bloc-notes. Non, carrément sur votre ordinateur. 8-7. Et pour vous habiller, pour choisir comment vous habiller, vous avez des restes de vision pour les couleurs ou pas? Oui, j'ai des restes de vision pour les couleurs, mais c'est pas tellement comme ça que je procède. C'est plutôt un travail en amont, si je puis dire. Quand j'achète mes vêtements, je m'arrange pour acheter des tenues qui soient coordonnées. Vous prévoyez les choses à l'avance. Je prévois les choses à l'avance. Bon, après, bien sûr, je peux me laisser quand même aller à un petit peu de fantaisie. Hein. Je peux dire, bon, ben voilà, c'est pas parce que j'ai acheté le t-shirt rose séparément du jean bleu que je vais pas les porter ensemble. C'est important ça de pouvoir quand même s'habiller de façon à peu près correcte, ouais. Élégante. Oui, enfin accordée quoi. Ouais, oui, c'est très important. Pour moi, c'est important. On vit dans un monde de voyants et c'est une politesse que d'être correctement habillé, présenté. Ça fait partie. Vous maquillez? Très peu. J'aimerais bien me maquiller davantage. Mais je me maquille pas, sauf à des occasions particulières. Mais non, de temps en temps, je mets un petit peu de rouge à lèvres. Mais non, sinon, je me maquille pas. Est-ce que les couleurs, c'est une question de couleur ou c'est aussi une question de tracé? C'est pas évident à faire. C'est plus une question de tracé qu'une question de couleur, à vrai dire. Parce que les couleurs, je pourrais les choisir avec une esthéticienne. C'est plus le tracé, savoir si c'est bien appliqué ou pas, si le crayon, si le mascara coule pas, si les traits sont équilibrés sur l'œil droit, l'œil gauche. Vous étiquetez vos boîtes, vos paquets, vos boîtes de conserve, votre café? Non, moi je suis vraiment l'anti-exemple. Hein. J'étiquette rien. On apprend dans les écoles pour enfants, on apprend aux jeunes à marquer en braille en fait leurs boîtes, haricots verts, etc. Vous faites pas? Non, je le fais pas. Je suis plus produit frais que conserve. Ou surgelé, donc les surgelés en touchant, on reconnaît quand même on fait la distinction entre une quiche et une poêlée. Après, c'est sûr que on peut confondre les poêlées, c'est sûr. Non, après tout ce qui est lavage, repassage, je me débrouille toute seule. Vous arrivez à repasser? Ah ouais, moi j'adore. Non, je vais pas dire que j'adore repasser, mais j'aime. Ouais, je repasse. J'aime bien repasser. Parce qu'en même temps, il y a beaucoup de femmes qui n'aiment pas repasser. Moi, en même temps que je repasse, j'écoute la radio. J'écoute de la musique, ou je bouquine. Je lis beaucoup de livres audio. Donc je fais deux choses en même temps.
Et vous vous êtes jamais brûlé? Ah si, bien sûr, si, j'ai des petits coups de fer, mais ça c'est pas bien grave, hein. Je passe la main sous l'eau et puis un petit coup de biafine et on n'en parle plus. Hein. France Inter, il est 8h30. Une interview témoignage. Exercice 4. Bonjour Vivien. Alors tu es étudiant de sciences politiques et tu viens de passer une année à l'étranger. Est-ce que tu peux faire un peu le bilan de cette année? Oh oui, bien sûr. Bonjour Marie-Christine. Alors cette année a été très enrichissante pour moi. C'était dans le cadre de mes études, donc une année à l'étranger qui compte pour une année d'études. Et j'ai choisi de venir à Venise pour l'aura qu'elle avait, la beauté du site, de la ville, pour les monuments à voir, les musées, toute la culture en fait, la culture italienne aussi qui m'intéressait beaucoup parce qu'en fait je fais italien donc en première langue étrangère. Alors cette année a été très enrichissante sur le point de vue du travail parce que j'ai donc travaillé à l'Alliance française et à la délégation culturelle de l'ambassade de France où j'avais un travail de communication et de programmation des activités culturelles. Je m'occupais donc de mettre en route tous les projets culturels, toutes les manifestations culturelles. J'avais un suivi des communications, c'est-à-dire tout ce qui est communication avec la presse, les communications avec la Vénétie, les personnes de la Vénétie, en fait, faire qu'elles viennent à nos rencontres et qu'elles deviennent membres de l'Alliance française, qui est une association assez active et très intéressante. Et tu as eu du succès? Il y a eu un peu de succès, on a eu quelques articles dans la presse, les adhésions ont augmenté, alors c'est pas tout grâce à moi, il y a aussi tout le personnel de l'Alliance, il y a d'autres stagiaires qui ont beaucoup travaillé, et c'est vrai qu'il y a quand même du succès, les rencontres sont bien suivies, on a aussi toutes les semaines une séance de cinéma où il y a un petit public pour des films intéressants et de contemporains. Et tu as eu l'occasion à l'étranger de rencontrer des jeunes de ton âge? Alors en fait, oui, parce que je suis dans une colocation à Venise Centre et je suis avec des jeunes qui ont entre 22 et 25 ans, qui font leurs études à Venise. Aucun n'est vénitien, ils sont tous piémontais. C'est un peu amusant, mais ils sont tous piémontais de la région de Novara, du lac Majeur. Et donc ça m'a permis de rencontrer leurs amis qui eux sont plus ou moins vénitiens, certains de la terre ferme, certains de la ville même. Et ça m'a permis de bien m'amuser, oui. Donc là, tu rentres en France. Est-ce que tu vas conseiller aux autres étudiants la même expérience? Alors oui, je rentre en France et j'ai déjà conseillé parce qu'en fait, le prochain stagiaire, celui qui va prendre ma place, est un étudiant de la même école que moi. Donc déjà, ça fait boule de neige. Et oui, je vais faire la promotion de ce stage et de la ville de Venise, qui est quand même très intéressante à vivre. Et tu comptes repartir à l'étranger plus tard? Peut-être déjà pour la 5e année de mes études, donc dans 2 ans, je pourrais peut-être faire une nouvelle année à l'étranger, à l'université ou encore en stage, ça à définir en fonction de ce que je souhaite faire plus tard et des masters qui me sont proposés. Et pour un jeune Européen, tu penses donc que c'est vraiment indispensable de faire un stage? Alors moi déjà je suis très attaché à l'Europe et c'est vrai que je me vois pas tellement aller faire des stages sur les autres continents. Je suis un peu très attaché donc à la culture européenne et je pense que oui c'est intéressant de voir les autres pays parce que c'est quand même assez différent. L'Europe est unie, c'est un concept très intéressant selon moi et très important. Et c'est vrai que partir comme ça dans les pays européens, que ce soit en Italie ou en France pour les Italiens, c'est une belle expérience et ça permet de rencontrer des gens et de se faire des connaissances peut-être même pour plus tard. Merci beaucoup Vivien pour ce témoignage. Au revoir. Au revoir, merci. Une conférence. Exercice 5. Merci. Bien, alors, récemment, en 2006, un film a été fait sur Marie-Claire par une franco-ontarienne qui s'appelle Suzette Lagacé et qui a scénarisé un film intitulé Au-delà des apparences, portrait de Marie-Claire Blais et que nous avons présenté dans le congrès Cinéma-Littérature l'année dernière, en décembre 2006. J'ai fait une communication sur Anne Hébert et Marie-Claire Blais, justement. C'est un très beau film qui accentue beaucoup cette tension vers la lumière. Tout le film est construit sur
cette idée force de la lumière, ce qui donne évidemment une vision assez optimiste de toute l'œuvre de Marie-Claire, même celle des débuts. Peut-être d'une façon un petit peu trop optimiste, c'est selon moi, parce que bien sûr l'Amérique a donné beaucoup de liberté à Marie-Claire pour écrire. Elle lui a donné aussi la beauté du monde, il faut bien le dire, à travers justement ce paysage des îles Keys, qui est un paysage de paradis terrestre. Mais Marie-Claire reste quand même elle-même, je trouve, c'est-à-dire que dans sa grande trilogie Soif et les autres volumes, elle continue quand même à dénoncer le mal, à montrer que ce sont les hommes qui détruisent ce monde et le mettent à feu et à sang. Et elle s'inspire même d'une profonde lecture de Dante, de la Divina Commedia, et cette opposition est assez stridente. C'est pourquoi moi je ne serais pas tout à fait de l'avis de Suzette, qui est totalement optimiste. Mais qu'en penses-tu ? Je pense que les écrivains ont des visions et que les visions sont proches, toujours proches à travers le temps de cet état du monde qui est toujours en mouvement, nous sommes dans un monde en mouvement, et les écrivains sont comme Kafka, comme Dostoïevski, ils sont des passagers, des gens qui voient des visiteurs, mais qui ont des yeux, qui ont une âme avec des yeux, et les yeux voient tout, ils voient tout dans le présent, ils voient beaucoup dans l'avenir, et je pense que c'est l'état de conscience mouvant, mobile, toujours mobile de l'écrivain qui en ce sens-là n'a pas d'âge, parce qu'il peut traverser ses apparences du moment pour aller plus loin. Et bien sûr, c'était le portrait de Suzette est généreux parce qu'elle veut la lumière pour nous tous, et aussi parce qu'elle est jeune et elle a raison de croire, il faut croire, mais c'est sûr que le combat de l'écrivain pour la lucidité sera toujours le même, ce sera toujours aussi ardu, et de dire la vérité, même à travers la vision du poète. Notre vision du monde sera toujours durement perçue, difficilement perçue aussi. Et avec la trilogie de Soif, dans La foudre et la lumière, et Agostino et le cœur de la destruction, bien des personnes croient qu'il ne s'agit que des États-Unis ou du Canada, mais en fait il s'agit du monde. Et le racisme qui est dénoncé là, ou le sexisme, ou la cruauté envers les êtres humains fragiles, les enfants, les animaux, c'est la même qu'on retrouve dans toute l'humanité, malheureusement. C'est très inconfortable d'écrire sur un paradis qui est le nôtre, c'est-à-dire notre terre, et de savoir que nous sommes en train de détruire notre paradis et que nous n'avons aucun respect les uns pour les autres, et moins de respect encore pour ceux que nous ne connaissons pas et ignorons. Mais j'ai de l'espoir parce que il y a toujours dans la vie des gens comme Agostino ou comme Renata, ces personnages que je tente de décrire, qui travaillent pour la justice ou qui essaient de traduire par l'écriture à travers leur jeunesse les scandales, les hontes qu'ils éprouvent. Et nous parlions de fascisme ce matin, et c'est toujours présent, et on ne peut pas dire que ce n'est plus présent, c'est faux. Et je pense que nous sommes dans cette ère de fascisme, de cruauté, et que si on ne se réveille pas, on va tout détruire, ce paradis. Mais l'espoir que j'ai dans l'écriture, c'est de faire vivre des personnages qui ont la foi dans l'avenir du monde. Un entretien. Exercice 6.
Michel Serres, bonsoir. Bonsoir Michel. Michel Serres, la semaine dernière, nous parlions du scoutisme, le mouvement créé par Baden-Powell il y a un siècle et qui possède 28 millions d'adeptes à ce jour. Et vous les décriviez ainsi, les scouts, encore chevaliers, déjà écolos. Cette semaine, nous allons voir comment change la langue. Notre langue évolue avec le temps. Des mots nouveaux apparaissent naturellement, par invention ou copie de mots étrangers ou d'argot technique et sont employés. On les retrouve dans les dictionnaires, plus tard, parce que d'usage courant, mais seule l'Académie française a pouvoir et droit de les adouber et de les placer dans son dictionnaire, le dictionnaire officiel, je n'ose pas dire la Bible. Ainsi, Michel Serres, en tant que membre de l'Académie française, je sais qu'il vous est arrivé de proposer des mots nouveaux. Eh bien, vous allez nous expliquer un petit peu ce mécanisme. La première chose à défaire, c'est de dire avec vous que la langue française change très vite, comme toutes les langues contemporaines. Pourquoi ? Parce que il y a une rapidité de transformation et d'évolution aujourd'hui beaucoup plus forte que par le passé. Pourquoi ? Au moins pour 3 raisons. La première, c'est que les métiers changent beaucoup. Si vous regardez, par exemple, l'encyclopédie Larousse, dans sa dernière édition, c'est un chef-d'œuvre d'édition d'ailleurs, 8 volumes cartonnés en 1954, la plupart des planches de métiers sont désuètes. Donc, en un demi-siècle, tous les métiers ont changé, y compris les métiers les plus récents, comme le téléphone, comme l'électricité, etc. Donc, premièrement, changement de métier vraiment important. Deuxièmement, explosion de sciences. C'est-à-dire beaucoup de sciences se sont non seulement renouvelées, mais créées pendant ce demi-siècle. Et si vous interrogez les professeurs de sciences, vous verrez qu'ils vous répondront qu'ils enseignent en ce moment plus de la moitié des choses qu'ils n'ont pas apprises eux-mêmes lorsqu'ils étaient jeunes, explosion des sciences. Et troisièmement, transformation complète des mœurs. Mais alors Michel, les mots précèdent ou bien les mots ne suivent pas ? Alors, les mots suivent en général K1, K2 de la façon suivante. Je vais vous donner 3 exemples. Par exemple, pour les métiers. Vous savez sans doute que dans la construction, que dans le bâtiment, on bâtit en béton armé, et que ce béton est armé, cela veut dire qu'il est armé avec du fer, et qu'il y a une spécialité dans les métiers du bâtiment où l'on prépare ces ferrailles, si vous voulez, pour couler le béton tout autour. Très bien. Or, il n'y avait pas de mots pour parler de ces spécialités-là, et on disait ferrailleurs. Or, vous le savez, ferrailleurs, ça veut dire aussi ceux qui récupèrent des vieux métaux et qui les vendent pour les recycler. Le mot historique. Un mot historique. Et donc, le syndicat des ferrailleurs en question m'a saisi et m'a demandé s'il n'y avait pas un mot nouveau pour désigner ce type de métier qui consiste à armer le béton armé. Les fers à bétonnier. Alors voilà, on a inventé le mot armaturier, qui a été adopté par l'Académie, et aujourd'hui, ces braves gens s'appellent des armaturiers, non plus des ferrailleurs. Le savent-ils ? Bien sûr, le syndicat, c'est eux qui nous l'ont demandé. Il y a eu d'ailleurs un échange de lettres très sympathique entre eux et nous, et par conséquent, vous voyez, sous la pression de la transformation des métiers, et bien sûr, dans l'informatique, c'est encore pire, bien entendu. Deuxièmement, les mœurs. Alors, dans les mœurs, je vais au moins citer quelque chose que j'aime beaucoup, c'est-à-dire le sport. Et dans le sport, quelque chose que j'aime beaucoup, le rugby à 15, eh bien, nous avons proposé à l'Académie française d'intégrer le mot ovalie, qui a été demandé par l'Académie du rugby, car elle existe. À cause du ballon ovale. À cause du ballon ovale, et nous l'avons défini comme l'ensemble des pratiques. Enfin, c'est un peu copié sur le mot utopie. Donc c'est pas un pays, Ovalie, c'est un pays, un peu un pays virtuel comme utopie, mais où il y a des pratiques à la fois de sport, d'arbitrage, de droit, et de réjouissance aussi, ou de public. Vous voyez, Ovalie. Et troisième exemple, sous la pression de la science alors, pas seulement de la science, mais aussi de l'éthique scientifique et de tout ce qui concerne la juridiction scientifique. La haute autorité de santé, qui est présidée par le professeur Laurent de Gosse, m'a saisi d'une lettre où il demandait si on pouvait faire une distinction entre la sécurité sanitaire, touchant les médicaments, touchant les techniques, etc., touchant la dangerosité de certains médicaments. Un mot français pour safety. Voilà, un mot français pour safety, exactement. Et la sécurité de l'environnement des soins dans les hôpitaux, la sécurité concernant les infirmiers, concernant les médecins, les chirurgiens, la pratique, bref, l'organisation humaine. Voilà, de la santé, côté, le matériel, sain et sauf. Quoi. Voilà. Et j'ai répondu en disant, mais mon Dieu, il y a l'expression sain et sauf, sain a donné santé, et sauf a donné sauveté. Alors je me suis précipité sur les dictionnaires de l'Académie, il y a une longue liste. Ça existe, sauveté, non ? Sauveté existe depuis le Moyen-Âge, il a été gardé par l'Académie française pendant de nombreux siècles, et il s'est arrêté
curieusement, à la fin du 19e siècle. Alors voilà, j'ai proposé à l'Académie française le mot sauveté. De le remettre dans le dictionnaire. Alors, où vous il voyez, était resté. Alors il y a des cas d'invention, Ovalie, il y a des cas d'invention, armaturier, puis il y a des cas de résurrection. Voilà. Mais il avait quitté le dictionnaire. Il avait quitté le dictionnaire, carrément. Il n'était plus conservé que par les apiculteurs qui, lorsqu'ils préparent des cellules pour préparer les reines, non pas les ouvrières, mais les reines, ils appellent ça cellules de sauveté ou reines de sauveté, ce qui est délicieux. Alors donc vous avez toujours fait des efforts quand même pour éviter le franglais, par exemple. Oui, on essaie de garder le droit fil de la langue, mais il faut dire aussi, en plus, qu'il n'y a pas seulement que l'invention ou l'adaptation ou l'adoubement, comme vous avez dit excellemment, des mots d'usage. Il y a aussi tout un circuit qu'il faut expliquer, c'est-à-dire chaque ministère, par exemple le ministère de la Santé, a un conseil de terminologie, un comité de terminologie, et il y a aussi à l'Académie française un comité de terminologie qui, lui, est spécialement désigné pour adouber justement les mots nouveaux dont nous parlons. Mais est-ce que, Michel, la nature peut aller sans cesse vers des mots nouveaux? Et deuxièmement, est-ce qu'il est souhaitable de trouver dans chaque langue des mots qui ont leur particularité? Est-ce qu'on ne devrait pas aller vers une espèce d'espéranto scientifique? Il y a un espéranto, bien entendu. Il y a une langue de communication. Il y a même une histoire des langues de communication. Autrefois, le commerce et les sciences par les Grecs. Ensuite, le commerce et les sciences par les Arabes. Ensuite, le commerce et les sciences par les Latins. Ensuite, les sciences et le commerce par les Français. Maintenant, ils parlent anglais. Et donc, il y a une langue de communication, ça c'est certain. Mais dans le cas d'apparition de phénomènes nouveaux, comme des métiers, comme des concepts scientifiques, comme des mœurs, ça vaut la peine quand même ou de ressusciter un mot ancien ou de créer un mot nouveau. Mais c'est passionnant et il n'y a pas de plus grande jouissance peut-être que de contribuer comme ça à la richesse de la langue française. Et en plus, c'est très discret puisque lorsqu'on invente un mot, oui. On ne laisse pas son nom à ce mot. Absolument anonyme, pas, absolument anonyme et je refuse de signer. Michel Serres, merci. Bonsoir. Nous gardons le mot académicien et à dimanche prochain. Merci. Production orale. Nouvelles technologies. Exercice 1. Question 7. Aujourd'hui, dans la plupart des pays, tout le monde a déjà un téléphone portable. Mais on ne s'en sert pas seulement pour téléphoner. Dans un article récent du journal quotidien Le Monde, la journaliste Cécile Ducourtieu parle des nouvelles technologies qui font vendre les téléphones portables, comme par exemple la vidéo et le téléchargement de films. Selon elle, ce sont parfois des fonctions tout à fait superflues qui n'intéressent pas vraiment les gens. La question qui se pose est: est-ce que ces nouvelles technologies sont toujours utiles ou est-ce qu'elles sont parfois inutiles? Dans un premier temps, j'examinerai quelles sont les nouvelles technologies qui sont proposées dans mon pays. Je montrerai ensuite lesquelles ont marché et lesquelles n'ont pas marché auprès du grand public, en essayant de comprendre pourquoi. Et enfin, je donnerai mon opinion personnelle sur les nouvelles technologies en général. A. Je présenterai tout d'abord les avantages des nouvelles technologies. J'en montrerai ensuite les limites. Je terminerai enfin en prenant position sur ce problème. B. Dans une première partie, nous verrons les avantages qu'offrent les nouvelles technologies. Dans une seconde partie, je traiterai de leurs inconvénients. En conclusion, je résumerai ma position par rapport à cette question. J'en viens à présent à la deuxième partie de mon exposé, où nous allons passer en revue les côtés négatifs des nouvelles technologies. Nous allons à présent voir quelles sont les limites des nouvelles technologies. Venons-en maintenant à la question de l'inutilité des nouvelles technologies. 1. On utilise le téléphone portable quotidiennement, c'est-à-dire dans la vie de tous les jours. 2. Les jeunes se laissent convaincre d'acheter des gadgets, c'est-à-dire que ces consommateurs représentent la cible la plus facile pour les fabricants. 3. Les publicités visent particulièrement les jeunes, autrement dit, une cible plutôt influençable. 4. On achète quelque chose pour être à la mode, ou plus précisément, on croit qu'on sera à la mode. 5.
Souvent, on achète des gadgets et 2 mois après, on les jette. Je veux dire qu'on consomme sans réfléchir. 6. Les publicités visent particulièrement les jeunes, plus exactement les 13-25 ans. Action et médias. Exercice 2. Question 7. Ce document traite le problème du temps passé par les jeunes devant des écrans multimédia. Cette dépêche de l'agence France Presse relate en effet une expérience menée dans une école pour aider les élèves à se passer de télévision et d'écran en général pendant 10 jours. Nous abusons en effet de la télévision et des autres écrans dans notre vie quotidienne, et les jeunes générations sont particulièrement touchées, ce qui a des effets néfastes sur leur développement. La question qui se pose est donc de savoir si une telle action a, oui ou non, une répercussion importante, et quelles autres actions seraient également envisageables. Nous verrons tout d'abord ce que j'appelle les actions de divertissement. Je présenterai ensuite les actions d'éducation à l'image et aux médias. Et enfin, nous essaierons de déterminer dans quelle mesure il est souhaitable ou non d'interdire totalement les écrans à ces enfants. Il est donc certain qu'il s'agit de savoir discerner et de ne pas être radical en tant que parent. Interdire ou punir ne sert à rien. Il faut savoir expliquer et réguler de façon intelligente. Ce problème renvoie au rôle des parents et de l'éducation en général. En effet, tout est question de dosage. L'éducation est une action très délicate, où il s'agit de se remettre constamment en cause, où il faut contrôler tout en laissant à l'enfant une certaine marge de liberté. Beaucoup d'expériences peuvent être bénéfiques pour l'enfant, à condition de ne pas en abuser. Sujet d'examen 1. Compréhension de l'oral. Exercice 1. Alors avec Christian Buchet, on va vous parler de ces révélations. Bonjour. Bonjour à tous. On commence enfin à mieux comprendre les raisons du dérèglement climatique de l'Afrique de l'Ouest, qui, il faut le rappeler, depuis 30 ans est frappé par une sécheresse d'une ampleur sans précédent. Et c'est, Christian Buchet, un dérèglement qui joue aussi un rôle majeur dans le climat de toute la planète. Oui, et bravo aux quelques 800 scientifiques qui, depuis 2001, travaillent sur cette question et qui, jusqu'à ce soir, vous le rappeliez Jacques, à Karlsruhe en Allemagne, mettent leurs recherches en perspective. On sait maintenant pourquoi la saison des pluies, qui est le seul apport d'eau de l'année pour les millions de personnes qui vivent au Sahel notamment, est beaucoup moins généreuse en eau. Un déficit d'eau de 30%, pouvant même atteindre certaines années ou à certains endroits 60%, et qui provoque, vous en doutez, de véritables catastrophes alimentaires et sanitaires. Non, cela n'a pas toujours été ainsi. Parmi les causes, on sait depuis longtemps que la déforestation est un élément essentiel, mais les scientifiques en ont découvert d'autres qui conjuguent et amplifient leurs effets. L'importance des émissions de poussière liées à l'avancée du désert et la dramatique culture sur brûlis qui consiste à brûler la végétation avant de planter pour dégager le sol et l'enrichir, mais au prix d'un appauvrissement à terme et qui provoque de gigantesques écrans de fumée majorant localement l'effet de serre. Et puis, on vient de découvrir également que le réchauffement des eaux océaniques génère moins de remontées d'air froid et donc moins de puissance à la confrontation entre les masses d'air froid venant du golfe de Guinée et l'air chaud venant du Sahara qui forment précisément la saison des pluies. Alors, ces découvertes sont capitales. Elles vont servir à prévoir les variations de la saison des pluies au niveau local. Cela afin d'adapter au mieux les cultures vivrières et être en mesure de déclencher des alertes alimentaires. Cela pour empêcher la répétition en chaîne de catastrophes humanitaires auxquelles nous sommes accoutumés. Et l'on commence aussi à mieux comprendre les mécanismes de formation des cyclones qui ravagent l'espace Caraïbe, qui commencent précisément à se former au large des côtes africaines. Une belle recherche et déjà, il faut le dire, un beau bilan. Et un beau coup de chapeau que vous venez de donner donc à ces scientifiques réunis, rappelons-le, jusqu'à ce soir en Allemagne. Merci Christian Buchet. Thierry Stener sur
France Inter. 7h16, reporter, l'Europe prudente sur les nanotechnologies. Bonjour Sophie Becherel. Bonjour. Les nanotechnologies, vous roulez dedans, vous en portez peut-être, vous en étalez sur votre peau et pourtant vous l'ignorez. Plastique de voiture, raquettes de tennis, textiles, verre, acier, mais aussi certains médicaments et produits cosmétiques. Cette technologie du minuscule où l'on manipule la matière à l'échelle de l'atome sont déjà dans notre vie quotidienne. Faut-il s'en réjouir ou s'en méfier? Sont-elles utiles ou purs objets de marketing? Les nanotechnologies, nouvel Eldorado ou simple mirage? L'Union européenne se pose sérieusement toutes ces questions, Sophie. Oui, la Commission européenne organisait il y a une dizaine de jours le premier colloque autour de cette question. Le succès des nanotechnologies dépendra de leur niveau de sécurité. Autrement dit, comme pour les OGM ou toute nouvelle technologie, le discours enthousiaste des scientifiques ne suffit plus. Le citoyen doit pouvoir peser le pour et le contre, être convaincu de l'innocuité de ces produits, avoir la garantie que toutes les études d'impact ont été menées pour pouvoir faire un choix. Je les utilise ou je ne les utilise pas, je les achète ou pas. Premier obstacle, comment sait-on qu'on achète un produit nano ou avec des particules nanotechnologiques dedans? Vous voulez dire qu'il n'y a pas de définition claire? Pourtant, le nanomètre, c'est quelque chose de précis, c'est le milliardième de mètre. Oui, mais entre 1 nanomètre, 30 000 fois plus fin qu'un cheveu, et 100 nanomètres, 70 fois plus petit qu'un globule rouge, la fourchette est large, vous en conviendrez. Par exemple, si on va faire un petit quiz, si vous le voulez bien, je vous cite des objets, vous me dites si selon vous, ils ont un rapport avec la nanotechnologie, si ce sont des nano-objets. Alors on commence avec le béton. Nano. Nano. La farine de boulanger? Pas nano. Eh bien si, les grains de farine sont de taille nanométrique. Le rouge à lèvres, longue tenue. Nana, pas nano. Il y a dedans des nanoparticules de zinc. La bouteille plastique d'un jus d'orange. Nano. Oui, on peut en trouver dans certains emballages. Le pare-choc de votre nouvelle voiture. J'ai pas de voiture. Mais il peut y avoir des nanoparticules incorporées dans le plastique. Et puis les particules qui sortent du pot d'échappement de la voiture qui est devant vous. Nano. Il y en a, mais voyez, des nanoparticules naturelles, naturelles, qui existaient avant que le... Mais qui sont naturelles. Qui existaient avant que le terme n'émerge. Selon le Centre international Woodrow Wilson, il y aurait aujourd'hui 580 produits de consommation courante sur le marché mondial, mais très peu s'affichent comme tels. Or, si on veut établir une relation de confiance entre les fabricants et les utilisateurs de nanotechnologie, mieux vaut jouer la transparence. C'est ce que plaide Françoise Roure, en charge du dossier nanotechnologie au ministère de l'Industrie. Et la première étape, il faut que les industriels, me semble-t-il, acceptent d'être référencés, identifiés comme étant des producteurs de nanoparticules ou des intégrateurs de produits nano-manufacturés dans des solutions. Et sans cette identification, il est très difficile de commencer à enclencher un dialogue. C'est pas le cas aujourd'hui, il se cache un peu? Il semblerait que lors du Grenelle de l'environnement, la Direction générale de la santé ait effectivement reposé la question de la réponse à ces questionnaires en ce domaine-là. Et il est dommage qu'il faut que les industriels n'aient pas peur. Je crois que c'est mon principal message. On entre dans un système où tout le monde peut gagner et simplement l'identification ne vaut pas effectivement le porte-pilon pour écraser la mouche. Au contraire, s'identifier comme étant un acteur de la recherche ou de la production, c'est commencer à travailler sur un travail de dialogue, sur un travail de concertation et je pense que tout le monde a à y gagner. Mais Sophie, pourquoi faudrait-il pouvoir identifier ces produits? Après tout, quand on achète un soda ou une crème solaire, on ne se demande pas s'il y a de la nanotechnologie dedans. On devrait? Eh ben, c'est un peu comme les OGM. L'innovation de ces produits vient de ce qu'on utilise des propriétés physiques ou chimiques particulières qui sont propres à la matière à l'échelle nanométrique. Or, on s'est rendu compte qu'à cette échelle-là, il ne se passait pas les mêmes réactions qu'à l'échelle classique. Si vous ajoutez des nanotubes de carbone à de l'acier, par exemple, vous allez rendre cet acier beaucoup plus léger, mais 6 fois plus résistant. Impeccable, vous allez me dire. D'un autre côté, on s'est aperçu que des tas de nanoparticules d'or ou de fer, par exemple, étaient capables d'atteindre les plaquettes sanguines, le plasma, voire le cerveau. Elles vont là où ne vont pas les autres particules et sont capables d'interagir avec les cellules, nous disent les toxicologues, et là on se dit moins formidable. Sujet numéro 1. Bonjour messieurs. Bonjour mademoiselle, vous êtes Maria Gomez, c'est cela? Oui. Lequel des deux sujets avez-vous choisi? Celui sur la BD. Très bien. Je vous écoute. L'article de journal proposé est tiré d'un site internet 20minutes.fr et le journaliste Olivier Mainran nous informe sur la parution, sous forme de bande dessinée, des grands classiques de la littérature. Le mot « bulle », en effet, qui est dans le titre, se rapporte aux bulles des BD, où s'inscrivent les dialogues. Le journaliste présente l'événement comme une chance pour la littérature, qui s'offre, dit-il, une seconde jeunesse. En effet, l'éditeur vise surtout un public jeune, qui peut ainsi entrer en contact avec la littérature,
car les adaptations sont très fidèles au texte de départ. Les premières œuvres adaptées sont Les Trois Mousquetaires et Robinson Crusoe. Et chose curieuse, les dialogues passent très bien. Cette idée commerciale pose le problème de la culture générale dans la société, et celui de la lecture plus en particulier. En effet, si tout le monde aimait lire, on n'aurait pas besoin de transformer des livres en albums de BD. Donc, ce choix éditorial destiné à la jeunesse révèle la difficulté qu'ont les jeunes de lire des romans, disons, anciens, même si ce sont des livres qui en réalité sont passionnants. Leur succès sous forme de BD prouve que ce ne sont pas les histoires qui sont ringardes, puisque dans la BD, l'histoire est exactement la même. Mais ce qui va bloquer la lecture pour bon nombre d'apprentis lecteurs, c'est que le roman doit également décrire tout ce qui sert pour mieux comprendre l'action. Et par conséquent, le romancier utilise une forme de langage plus complexe que le langage parlé, où on n'a pas besoin de décrire le paysage, les personnages, les situations. Avec la BD, tout ce qui relève du visuel est pris en charge par l'image, comme au cinéma. Et par conséquent, l'écriture est réservée aux bulles, précisément, c'est-à-dire au dialogue transcrit. D'où la plus grande facilité de lecture probablement. Alors, que penser d'une telle décision ? D'un côté, on peut se féliciter que des œuvres culturellement importantes puissent ainsi être connues et appréciées par un public beaucoup plus large. Il peut, du reste, toujours y avoir un effet de stimulation. Lire une BD de Jules Verne ou la BD de Don Quichotte pourrait inciter un jeune lecteur à prendre en main le roman par la suite. Mais, d'un autre côté, on dénature ce que la littérature a de spécifique aussi. Un roman n'est pas seulement une histoire, c'est une écriture particulière. C'est-à-dire qu'en banalisant le livre sous forme de BD, on gomme toute l'esthétique littéraire. Et puis, d'un point de vue éducatif, c'est précisément en lisant tout ce qui va au-delà du dialogue qu'on enrichit sa connaissance de la langue, qu'on apprend des mots nouveaux. Alors, est-ce un bien? Est-ce un mal? Personnellement, je le vois tout de même plutôt comme un bien pour donner aux jeunes envie de lire, envie de découvrir d'abord des histoires. C'est toujours mieux que rien. Il faut être réaliste. Puis, dans un deuxième temps, cela stimulera, à mon avis, chez certains, pas chez tout le monde bien sûr, le désir d'aller plus loin, de rencontrer non seulement un livre, mais un écrivain. Cette première raison a le mérite de jouer en faveur d'un vernis de culture générale. Mais je voudrais ajouter un aspect spécifique de la BD qui en fait une entreprise qui a son bien fondé intrinsèque. Il ne faut pas oublier la qualité du dessinateur. Après tout, le dessin est aussi un art, et il s'agira pour le dessinateur de rendre au mieux l'atmosphère du livre. Si les styles graphiques varient de livre en livre, le lecteur sera confronté à des formes artistiques différentes. La même chose se produit avec l'adaptation cinématographique. Dans les deux cas, il s'agit d'une interprétation du texte à travers le visuel, et je trouve que ce n'est pas mauvais en soi. Donc voilà, je ne suis pas choquée par cette idée éditoriale. Au contraire. Eh bien moi aussi, je suis très choqué. Je trouve que la BD aplatit le texte, et que c'est dommage de faire subir cette amputation au grand texte. C'est vrai qu'il s'agit, comme vous dites, d'une amputation. J'ai souligné dans mon intervention que ce choix ne prenait pas en compte le style. Mais je reste de l'avis que un peu est toujours mieux que rien. Oui, mais vous ne pensez pas qu'on peut amener les jeunes par d'autres voies à la littérature? Certains y arrivent. Daniel Pénac est capable de faire vibrer des élèves en leur lisant Le Parfum de Susskind. Lui a recours à autre chose, la voix, l'oral, qui permet de mettre en scène le texte, de lui donner du relief. Donc oui, vous avez raison, il y a d'autres moyens pour faire aimer la littérature. Mais il n'y a pas de recette miracle. Tous les moyens sont bons à mon avis, y compris la BD. Vous aimez la BD? Vous en lisez beaucoup? Oui, j'aime la BD. Je lis les classiques de la BD. Vous voyez, il n'y a pas que des classiques littéraires. Tintin, Astérix, Gaston, Spirou, Gottlieb et quelques autres. Mais il y a tellement de choix de BD en français. Vous auriez une autre recette pour faire aimer la littérature aux jeunes? Eh bien, le théâtre. Je trouve qu'on peut arriver à motiver les jeunes. J'ai vu un film à ce propos, L'Esquive. Un prof arrive à faire jouer à des élèves de banlieue une pièce de Marivaux. C'est fabuleux! Eh bien, je vous remercie. Vous avez été convaincante. Excusez-moi une petite question.
Où avez-vous appris le français? Ma mère est française. Je comprends mieux l'absence d'accent. Au revoir, mademoiselle. Compréhension de l'oral. Exercice 1. À l'aquarium du Val-de-Loire, les visiteurs n'assisteront pas cet été au saut périlleux de Joséphine. La carpe chinoise, vedette de l'aquarium, a été sauvagement agressée. 4 jeunes clients qui refusaient de payer et qui se sont finalement acquittés du montant du billet d'entrée se sont vengés en jetant par terre Joséphine. Elle a perdu des écailles et se remet de ses émotions dans son bassin, mais les soigneurs expliquent qu'il faudra du temps avant qu'elle se réhabitue à la présence humaine. Une plainte a été déposée par l'aquarium. Le sourire de la semaine en Touraine et bien au-delà, c'est celui de la Joconde. C'est l'œuvre la plus connue de Léonard de Vinci. Il n'est donc pas surprenant qu'elle soit à l'honneur pendant 6 mois au Clos Lucé à Amboise, dans la dernière demeure du peintre, au XIVe siècle. L'exposition est en 3 parties. La première revient sur la genèse de l'œuvre, la deuxième propose les commentaires de 39 scientifiques du monde entier sur ce tableau. Enfin, la dernière partie de l'exposition est beaucoup plus ludique. Elle présente tous les projets artistiques et commerciaux que la Joconde a inspirés. Par exemple, une reproduction par Dali. La Joconde inattendue, c'est jusqu'au 6 janvier 2008, au Clos Lucé, à Amboise. Enfin, ces 2 derniers mois, il est tombé sur la Touraine 1/3 des précipitations relevées habituellement en un an. Ces intempéries bouleversent quelques festivités du 14 juillet. Les villes de Saint-Cyr-sur-Loire et La Riche, par exemple, ont dû annuler leurs feux d'artifice. La Loire est trop haute, elle recouvre en partie les endroits où les pétards auraient dû être disposés. Le feu d'artifice de Tours, lui, n'est pas remis en cause. Il sera tiré ce soir à 23h. À Tours, Boris Campin, France Bleu Touraine, pour France Info. Anne-Claire Bulliard. Bonjour Anne-Claire. Bonjour Anne-Cécile. Alors aujourd'hui, vous souhaitez nous parler d'un support pédagogique novateur, les vêtements. Et oui, c'est un graphiste qui est à l'origine de cette idée. L'envie trottait dans la tête de Nicolas Taube depuis longtemps, et puis un jour il s'est lancé. Alors il a arrêté son travail, et pendant 3 ans, il a conçu des vêtements destinés aux enfants, en se demandant comment utiliser au mieux ce support. Alors par exemple, ça donne quoi? Alors ça donne par exemple un t-shirt avec des manches longues, baptisé Suivez la flèche, avec inscrit droite et gauche sur les avant-bras, avec une écriture qui correspond à celle utilisée par la maîtresse dans les classes. Vous savez, ces lettres bien dessinées et très rondes, bien loin de certains gribouillis que l'on peut connaître. Ces t-shirts s'adressent aux enfants de 6 ans, étant donné qu'il faut savoir lire. D'autres t-shirts à manches longues, avec un col cheminé, expliquent l'anatomie. C'est très précis, tant dans les couleurs que dans les proportions, comme nous l'explique Nicolas Taube. Celui-là, s'appelle Par où ça passe. Il est imprimé à l'envers, ce qui fait que l'enfant va devant une glace pouvoir lire l'œsophage, l'estomac, le duodénum. Donc il est très simple, très graphique. Donc il existe dans les 3 langues, en espagnol, en anglais et en français. Ce modèle-là s'appelle Tomber sur un os. Il explique le squelette un peu à la façon d'une radiographie. Donc là, l'avantage, c'est les proportions, la taille. C'est-à-dire que plus que dans l'intérieur d'une encyclopédie ou sur un poster, c'est très grand, c'est à notre taille. Et l'enfant voit et en même temps peut ressentir, toucher ses côtes, son sternum, il le voit et il le sent en même temps. Donc il y a je pense quelque chose en termes de prise de conscience, de ressenti de son squelette qui est intéressante. Et puis sinon, là aussi, je suis très simple, je dis le bassin, les côtes, la colonne vertébrale, donc je rentre pas plus dans le détail qu'on ne le ferait à l'école primaire. Et puis dans la série Anatomie, il y a un autre modèle qui explique les organes vitaux. Alors avant de commencer ce travail, Nicolas Taube a fait des réunions tupperware avec des enseignants pour bien s'adapter au programme scolaire. Et du coup, j'imagine qu'il y a d'autres modèles? Eh bien oui, il y a un t-shirt là aussi à manches longues qui s'appelle Interdit à l'école et on peut comprendre pourquoi. Il y a le modèle numéro 4 qui s'appelle Interdit à l'école, parce qu'on va retrouver sur la manche de gauche et la manche de droite l'étape de multiplication de 2 à 9, sachant que ça fait partie des seules choses qu'on leur demande de savoir par cœur aujourd'hui, donc j'ai pas la prétention d'expliquer l'étape de multiplication, mais je leur fournis un support pour le week-end, l'avoir sous les yeux tout le temps, et je recommande donc fortement de demander à l'enseignant avant de la porter à l'école. Bon, moi j'ai eu des réactions d'instituteurs qui m'ont dit que ça les dérangeait pas, qui faisaient des interros parfois sur l'étape de multiplication et qui laissait sur les murs de la classe les tables
avec cette idée que l'enfant peut se référer à un document et que ça le gêne pas. Bon, j'avais aussi des instituteurs qui étaient quand même un peu plus hésitants par rapport au sujet. Donc bon, c'était bien de l'appeler interdit à l'école. Et donc voilà, quand en phase d'interro, faut retrousser ses manches, comme ça on voit plus les tables, ou faut pas amener le t-shirt à l'école ce jour-là. Et j'imagine que ces t-shirts, on peut les acheter. Eh ben oui, les premiers vêtements éducatifs ont été vendus alors à Paris, en Suisse, aux États-Unis. Les commandes se font via un site internet www.mesvêtementséducatifstoutattaché.com ou bien dans un showroom qui est en région parisienne. Alors pour l'instant, seul point un petit peu rédhibitoire pour certains, ce sont le prix de ces vêtements. C'est assez cher. C'est assez cher, oui. Et Nicolas Taube aimerait s'adresser au plus grand nombre, donc pour l'instant, c'est pas évident. Dans un premier temps, moi, ce que je regrette, c'est que les produits sont très chers, parce qu'on les développe à très peu d'exemplaires, qu'on a mis 3 ans à mettre en place la collection, qu'on emploie des techniques et des matériaux qui sont assez nobles, et donc j'ai tout un autre travail qui est de convaincre des distributeurs pour m'associer avec eux et pour industrialiser le processus, et donc arriver à des produits qui puissent être vendus aux alentours de 10 € pour un t-shirt manche longue. Voilà, c'est déjà pas donné pour tout le monde, mais voilà, le problème c'est qu'aujourd'hui je suis à 43 € pour le modèle le plus simple, ce qui est quand même exorbitant, et donc je ne peuvent se le permettre que des parents dont les enfants sont déjà effectivement très gâtés, ont déjà tout ce qu'il leur faut comme élément stimulant autour d'eux. Donc j'ai voulu faire quelque chose d'utile, et donc il faut que ça soit accessible. Et là c'est vrai que moi je suis pas un capitaine d'industrie moi je suis un graphiste et je veux rester à ma place par rapport à ça. Donc m'associer avec des distributeurs, c'est l'avenir de ce projet qui en dépend, et c'est ce qui fera qu'effectivement j'aurai des produits qui sont accessibles pour tout le monde. Enfin, si vous voulez vous faire une idée, vous pouvez quand même aller faire un tour sur le site internet. Et puis, suivront peut-être d'autres produits, comme par exemple des gants avec le nom des doigts inscrit sur les gants, ou bien des moufles avec inscrit droite et gauche en japonais. Enfin, les idées ne manquent pas dans la tête de ce créateur. Merci Anne-Claire Villiard.